Par rapport à ce qu'on anticipait en début d'année, on anticipait une croissance qui allait accélérer et une inflation qui allait aussi accélérer. On constate que la croissance a effectivement accéléré. Au deuxième trimestre, la croissance mondiale a été la plus forte depuis 2011. Notre position de début d'année, qui était qu'il ne fallait pas surestimer l'impact du politique sur la conjoncture en 2017, s'avère plutôt juste pour l'instant. L'amélioration de la croissance se confirme dans les derniers indices PMI, puisqu'on est toujours sur des niveaux élevés, cohérents avec une croissance qui devrait rester donc soutenue sur le deuxième semestre. Sur l'inflation, ça a été plus mitigé, c'est-à-dire qu'on a des chiffres d'inflation qui ont du mal à accélérer. En particulier aux États-Unis, on a une croissance qui est quand même relativement soutenue, on a un taux de chômage qui est maintenant bas. Normalement, c'est un contexte où l'inflation accélère progressivement. Et ce qu'on constate, c'est qu'après une première phase d'accélération l'année dernière, les derniers chiffres ont été plus faibles que ce qu'on attendait. Selon nous, c'est transitoire. Et c'est vrai qu'il va falloir attendre des chiffres plus forts pour pouvoir confirmer notre analyse que ce n'est que quelque chose de transitoire. On pense que la Banque centrale américaine va commencer à déboucler le programme de quantitative easing d'ici la fin de l'année et qu'elle va probablement remonter les taux d'intérêt au moins une fois d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que certes, les chiffres d'inflation sont relativement modestes, mais la croissance reste satisfaisante. Et puis, on a des conditions financières qui continuent de s'améliorer. C'est quelque chose qui est de plus en plus souligné par les banquiers centraux. Et c'est un facteur qui doit justifier que les banquiers centraux ne maintiennent pas une politique monétaire trop accommodante et donc ne reportent pas la normalisation de cette politique monétaire. Pour la BCE, on a quand même des chiffres d'inflation qui ont commencé un petit peu à accélérer. On a une croissance qui est quand même satisfaisante, supérieure à ce qu'on espérait il y a seulement quelques trimestres. Et donc pour nous, on doit voir la Banque centrale européenne non pas commencer à monter ses taux d'intérêt à court terme, ça c'est sûr, mais commencer à annoncer une réduction de son programme d'achat de titres. Ce qui a provoqué ce mouvement d'appréciation de l'euro, c'est d'une part les bonnes nouvelles sur la zone euro, mais aussi des chiffres d'inflation un peu faibles aux États-Unis. Et donc si on a raison, si ces chiffres d'inflation un peu faibles sont temporaires, on va avoir de nouveau des marchés financiers qui intègrent davantage de durcissement par la Banque centrale américaine. Et ça va donc soutenir de nouveau le dollar. Donc je crois que l'élément clé pour savoir ce qui va se passer sur la devise européenne, c'est vraiment se focaliser sur la politique monétaire américaine et donc sur les chiffres d'inflation et les chiffres de croissance des salaires aussi. Et il faut voir aussi que la croissance mondiale est assez dynamique et donc même si l'euro est un peu plus fort, dès lors que la croissance globale est forte, les exportations vont bien se tenir. Donc voilà, ce n'est pas un élément qui nous inquiète plus que ça, c'est un élément que nous suivons bien sûr, mais ce n'est pas une zone d'inquiétude majeure. En termes politiques, il y a plusieurs risques possibles. Il y a d'abord Donald Trump, qui est un risque en tant que tel. C'est quelqu'un d'assez peu prévisible, avec des risques qui peuvent être liés à la Corée du Nord. Bien sûr, si on avait un conflit avec la Corée du Nord, ce serait un risque majeur. Ce n'est pas du tout notre scénario. On peut aussi avoir des mesures, un peu de limitation des importations américaines qui pourraient éventuellement dégénérer et provoquer une guerre commerciale, en particulier avec la Chine. Ça, ce serait une très mauvaise nouvelle. Là non plus, ce n'est pas notre scénario, mais ça fait partie des risques que nous devons suivre selon nous. Donc ça, c'est les deux risques majeurs aux États-Unis pour nous. C'est vrai qu'on a des élections en Chine. Probablement, ces élections vont renforcer la position du président. Si le vote au sein du Congrès renforce le pouvoir en place, on peut avoir un pouvoir qui décide de prendre les mesures de résolution du problème de leverage de l'économie chinoise. Et temporairement, ça pèserait sur l'économie chinoise et donc probablement sur l'économie mondiale. Mais ce n'est qu'un demi-risque, puisque ce serait une façon de résoudre un problème structurel que tout le monde surveille. Donc en fait, ce serait peut-être une bonne nouvelle sur le moyen terme. Après, il y a un risque dans la zone euro qui est un peu plus lointain, mais qui est lié à l'Italie. C'est vrai qu'on va avoir des élections législatives en Italie avant le printemps. Et c'est vrai qu'on a le mouvement 5 étoiles, qui est quand même un mouvement populiste, qui a un discours ambigu sur la présence de l'Italie dans la zone euro. Et c'est vrai que si ce mouvement gagnait l'élection italienne et organisait un référendum, là, on aurait une zone de risque très très claire sur la zone euro. La présence de risque ne doit pas empêcher un investisseur d'investir sur des actifs risqués, sinon il n'investirait jamais sur ces actifs risqués, puisqu'il y a toujours des risques qui sont présents. Ce qu'il faut, c'est les avoir en tête, il faut bien les mesurer, et une fois qu'on les a mesurés, comme on a essayé de le faire, et qu'on arrive à la conclusion que sur la base des données dont nous disposons aujourd'hui, ces risques restent très mesurés, il faut se raccrocher en fait aux données fondamentales économiques. Et ces données, que nous disent-elles? Elles nous disent qu'on est toujours dans le cycle de croissance mondiale. Nous pensons que les entreprises vont continuer de voir leur santé financière s'améliorer, ce qui veut dire que les marchés actions devraient bien progresser. À l'inverse, les obligations devraient souffrir de la normalisation des politiques monétaires par les banques centrales. Et donc clairement pour nous, pour les prochains trimestres, il faut privilégier les actifs risqués et être beaucoup plus prudent sur les actifs obligataires.